On vous souhaite la bienvenue et merci en tout cas de votre régularité, de votre fidélité aux Vraies Voix de Sud Radio de 17h à 19h tous les jours du lundi au vendredi. Avec Philippe David bien entendu, Eric Revel est avec nous, Sébastien Ménard, Marie-Laure Buisson et tout de suite les amis, les seuls contre tous. Les Vraies Voix Sud Radio, seuls contre tous. Et on va démarrer par vous, Marie-Laure Buisson. La France est un pays irréformable. Justice des mineurs, adaptation aux conditions climatiques, fiscalité délirante. Nous avons 30 ans de retard sur tout, c'est ce que vous dites. Ah oui, je pense que je suis désespérée de voir à quel point mon pays ne se réforme pas, à quel point rien ne bouge. Nous sommes de ce point de vue-là incroyablement conservateurs et toute volonté de réforme est impossible. Alors voilà, là on a encore une histoire à Saint-Brieuc d'un gamin qui a été lynché dans des conditions épouvantables. Non, ça c'est Narbonne. Narbonne, excusez-moi, Narbonne. On a, ça fait 30 ans qu'on dit qu'il faut revoir l'ordonnance de 45 sur les mineurs et la justice des mineurs. C'est impossible. Tout le monde sait que les mineurs d'aujourd'hui ne sont pas les mineurs de 1945 qui avaient des souliers à lacets et des petits shorts, étaient en culotte courte et voilà. Bon, enfin, c'était la guerre des boutons. Vous voyez ce que je veux dire? Pour reprendre le film. Voilà. Bon, maintenant, ce sont des voyous invraisemblables qui manient la machette comme moi. Je sais pas. Bon, bref. Enfin, c'est incroyable. Et la même chose là. On est en train de vivre une canicule incroyable. Ça fait depuis 2003, première canicule 2003, ça fait donc 23 ans, nous sommes en 2026. Est-ce que les hôpitaux ont été acclimatés à ça? Non. Est-ce qu'on a changé dans les services publics quoi que ce soit? Non. C'est la même chose. Maintenant, fiscalité, c'est incroyable, on essaie d'expliquer que ça ne sert à rien de mettre des taxes partout, que ça fait fuir les investissements étrangers, qu'en plus, là, j'ai vu quelque chose d'invraisemblable que j'ai envie de vous livrer parce que ça m'a fendu le cœur. Savez-vous que lorsque des parents perdent un enfant, voilà, eh bien, quand ils veulent fermer le compte en banque de cet enfant, c'est mon coup de gueule. Ah. Mais c'est pas grave. Bon, Il va en parler. La banque vous taxe en partie l'argent qu'il y avait sur le compte. C'est-à-dire que concrètement, les parents de Liana, si jamais la petite Liana avait un petit compte en banque... Il va en parler tout à l'heure. Donc tout ça pour dire qu'on marche sur la tête et que de toute façon, je ne vais pas aller plus loin dans mon raisonnement, mais on ne peut rien changer en France et il y en a marre. On n'a aucune capacité d'adaptation. Alors, permettez-moi de vous dire que je suis pas, sauf que je suis pas d'accord. Moi, je crois que pour changer les choses, c'est très simple. Il faut un homme ou une femme d'État qui est... Il est où? Elle est où? Ah ben attendez, vous permettez que je termine. Qui est du courage. C'est-à-dire tout le contraire d'Emmanuel Macron, tout le contraire de François Hollande, tout le contraire de Nicolas Sarkozy, tout le contraire de Jacques Chirac, tout le contraire de François Mitterrand. D'accord ? Il y en a pour tout le monde, là. Ah non, mais il y en a pour tout le monde, vous voyez. Donc il faut quelqu'un, et je vais être très cash, qui soit prêt... D'ailleurs, Lisnard l'a dit il y a quelques jours, qu'il serait prêt à contourner le Conseil constitutionnel. Oui. Je vais en parler tout à l'heure. Voilà. Il faut quelqu'un qui soit capable d'utiliser l'article 16. Alors je sais, il n'a plus été utilisé depuis 1961 pour réformer le pays de A à Z. On va me dire que c'est, comme disait Mitterrand, la dictature, l'article 16, mais il faut quelqu'un. Il y a trop de gens qui paralysent le pays. Et il faut des gens qui ont du courage. Entre autres. C'est pas les seuls. Hein. Sébastien Ménard, tiens. Pendant qu'on y est. Non, mais on réagit là-dessus. Hein. Réagissez. Oui, pour le coup, je suis assez ennuyé parce que vous n'êtes plus seul. Vous êtes plus seul, Marie-Laure. Non, moi, j'aimerais vous donner raison, Philippe David. La problématique, c'est que ma courte expérience des deux côtés de la manivelle, entre guillemets, du bon côté du parapheur, quand j'ai accompagné des présidents, des ministres, etc., et de l'autre côté aujourd'hui, en qualité d'entrepreneur, de faiseur, je me rends compte que honnêtement, vous avez raison, Marie-Laure. Oui, on marche totalement sur la tête. Je vais vous arrêter parce que là, on constate, on fait des constats, mais c'est quoi les solutions en fait? C'est ça qu'on a peut-être envie d'entendre. Un homme ou une femme qui a du courage, très simple. Mais aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on entend ça. Aujourd'hui, monsieur Philippe David, il faut juste, on a 37, 38, 39, 41 candidats. Bon, à mon avis, il n'y en a pas 10. Il n'y en a pas 10, j'allais y venir, parce qu'il n'y en a pas 10 qui sont susceptibles de réunir 500 signatures. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, la plupart de ces candidats, finalement, de la gauche jusqu'à la droite,
Peut-être à l'exception de Monsieur Lisnard, peut-être, je dis bien peut-être, mais c'est tous quelque part des clients mainstream. C'est-à-dire qu'ils vont pas vouloir fâcher les uns, ils vont pas vouloir mobiliser les autres, etc. contre eux. Oui, mais Sébastien, ceux qui pourraient se présenter et qui ont peut-être un peu de stature, ne veulent pas pour plein de raisons, en disant on va me pourrir la vie, on va aller chercher dans mes poubelles, on va faire ci, on va faire ça. Donc à un moment donné, il va falloir choisir son camp. En fait, la réalité, c'est que, regardez, il nous faut un bulldozer. Mais c'est ça. Regardez Trump. J'aime pas Trump. Mais regardez Milei. Margaret Thatcher. Non, mais un bulldozer. C'est-à-dire que des types qui, quelque part, assument. C'est-à-dire que c'est seul contre tous, là, pour le coup. Mais c'est ça. C'est seul contre le système, seul contre les médias, seul contre cette espèce de bienséance et bien-pensance mainstream. J'y vais. Je veux sauver mon pays. Bon, en l'occurrence, Trump voulait sauver lui-même. Vous voulez y aller, Sébastien Ménard ? Non. Non, pas encore. Éric Revel. Qu'est-ce qu'on fait ? Écoutez, moi, je suis optimiste. Je ne sais pas si on trouvera la personne idoine qui aura la volonté politique et le courage. Mais en tout cas, je vais vous dire une chose. Si parce que je vais parler du chiffre qui est tombé quand même hier, si il n'y a pas de volonté politique, en fait, ces réformes nous seront imposées par l'extérieur. Voilà, par exemple par la Banque Centrale Européenne. Oui. Alors, je ne sais pas si ce sera une troïka avec le FMI et la BCE, mais est-ce que vous imaginez qu'on a quand même appris ce chiffre ? J'en parlerai peut-être tout à l'heure sur la dette. Dans quelques minutes, oui. Ouais, Dans quelques minutes. instants. Mais attendez. Je regardais 3536 milliards au premier semestre 2026, c'est-à-dire les 6 premiers mois de cette année-là. Il n'y a pas que la température du temps qui est devenue historique, il y a l'endettement de la France qui est historique. Jamais il n'a atteint un niveau aussi élevé. On a pris 76 milliards de plus sur les 6 premiers mois de l'année. Et c'est un bon teasing, merci Éric Revel, puisqu'on va faire Et mieux. vous verrez, parce que là, j'interpellerai notre ami ex-macroniste. Vous savez et je détaillerai tout à l'heure, mais sur les 2 années là, 2025 et 2026, dit la Cour des comptes, les impôts en France ont augmenté pratiquement de 100 milliards. Et vous avez raison. 100 milliards. Les amis, merci beaucoup. On fait une petite pause, on revient dans un instant effectivement sur cette dette publique de la France qui s'envole à 3 536 milliards d'euros. On en parlera dans quelques instants. Sébastien Ménard, sous la canicule, la France coule et des Français se noient. Sous la canicule, l'économie souffre, la France coule et les Français se noient. Je suis désolé, c'est une formule brutale, mais elle dit quelque chose de très vrai sur ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en France, mais pas seulement. Depuis plusieurs jours, la France, elle étouffe. On en a parlé tout à l'heure. Dans certaines régions, les températures dépassent plus de 40 degrés. On a des records de chaleur partout. Les nuits ne nous rafraîchissent plus. On ne dort plus. Les écoles ferment. Les transports souffrent. Les entreprises ralentissent. Pour pas dire plus, nos chantiers s'arrêtent. Et évidemment, nos infrastructures énergétiques sont sous tension. Et puis, il y a le drame humain. Derrière tout ça, on a quand même 40 personnes qui se sont noyées, parfois même des très jeunes noyés parce que depuis ce début de cet épisode caniculaire, ils cherchent finalement de la fraîcheur et se retrouvent piégés dans des plans d'eau dangereux et qui ne sont pas surveillés. Voilà. Et donc il faut comprendre que finalement la canicule, c'est pas uniquement qu'un enjeu météo, c'est aussi un phénomène sanitaire, social, économique et qui va devenir civilisationnel. Sanitaire parce que le corps humain, il est pas fait pour encaisser durablement des températures extrêmes. Je vais pas vous donner un cours physiologie ou d'anatomie, mais enfin c'est une catastrophe. Sociale parce qu'on le voit bien. Regardez, il y a plus, vous avez un TGV sur 5 qui fonctionne, les TER sont annulés, les avions, je vous en parle pas. Enfin bref, le pays est à l'arrêt. Social parce que évidemment, on arrive à voir toutes ces injustices. On a du bol pour certains d'avoir un peu de clim, mais c'est pas le cas de la majorité des Français. Et puis quand on installe une petite clim, finalement, on vient vous dire qu'on vient réchauffer l'extérieur, etc. Donc on vous fait culpabiliser. Et puis économique, mon cher Éric Revel, parce que moi j'aimerais bien savoir ce que ça coûte tout ça. Le fait justement qu'on puisse pas bosser, qu'on puisse plus se déplacer. Enfin bref, que le pays, je l'ai déjà dit, est à l'arrêt. Et puis humain. On verra le bilan humain à terme de tout ça, parce qu'effectivement, encaisser une journée, 2 jours, on n'est pas sur la plage Jamel Afna à Marrakech, tout ça, on n'est pas fait, en tout cas nous, dans un pays comme la France, pour vivre tout ça. Alors oui, sous la canicule, la France, elle coule, mais on n'est pas condamné à subir. Et c'est peut-être là où finalement vous allez me corneriser et me dire que je suis tout seul et seul contre vous. En fait, il y a peut-être possibilité de mieux prévenir, de mieux éduquer, de mieux faire respecter aussi la sécurité des biens et des personnes. Et finalement, c'est mieux protéger, mieux s'organiser pour mieux prendre soin des autres. Dans les années qui viennent, les épisodes de chaleur extrême, je ne suis pas grand clerc, mais vont devenir plus fréquents. Donc la question n'est pas de savoir comment éviter la canicule, la question c'est de savoir comment vivre, travailler, éduquer, se nourrir et protéger tout le monde, et notamment les plus fragiles, dans un monde beaucoup plus chaud. Alors une conviction simple, il faudra plus de science, plus d'État, plus de collectivités, plus d'entreprises,
pour, quelque part, s'adapter au réchauffement climatique. Et il faudra concrètement de la fraternité, vous allez m'envoyer ça, la tarte à la crème à la figure, mais aussi davantage d'autorité, de prévention, d'éducation. En clair, une véritable retour, quelque part, à la culture des autres, à l'envie des autres et au respect des uns et des autres. Faut tout changer, quoi. Éric Revel. Oui. J'aimais bien le titre, j'aime moins la fin, qui est un peu un geyser de moraline doucereux. C'est la différence. C'est la différence entre la droite dure et le centre droit. Ça ira mieux. Ne désespérons pas des uns des autres. Vous aviez envie d'être optimiste tout à l'heure. Vivons ensemble. J'ai failli le dire. Oui, mais je m'en doute que vous avez failli le dire. Bon, voilà. Non, je pense qu'il faut un grand coup de barre. Sinon, il nous sera imposé par l'extérieur. Voilà. Donc. Quand vous dites ça, c'est quoi? C'est une dictature? Alors, mais regardez, attendez, regardez les sondages. C'est pas le FMI qui va vous sauver de la canicule. Regardez les sondages, en revanche. Oui. Je crois qu'il y a 30% de Français qui, plus ou moins, préféreraient avoir un régime autoritaire que l'espèce de chionlie dans laquelle nous nous trouvons. C'est les sondages. Mais ça fait pas une majorité. Et ce chiffre, augmente. Mais ça fait pas une majorité. Ce chiffre augmente. Moi, je suis un démocrate, je suis un républicain, moi, si vous voulez. Bon, mais si vous voulez. Regardez, je vais faire juste une petite digression. L'affaire Marc Bloch, elle est extraordinaire. Bon, la petite fille de Monsieur Bloch, elle a le droit de vouloir expulser tous les gens qui ont créé, qui sont à l'origine du FN, des anciens Waffen-SS. Mais je relisais dans l'étrange défaite de Marc Bloch, qui est son livre fétiche, qui était un grand intellectuel, un résistant, un historien. Il dit une chose incroyable. Il écrit une chose incroyable. Il dit il y a deux types de Français qui ne comprennent rien à l'histoire de France. Les premiers, c'est ceux qui ne vibrent pas au sacre de Reims, Clovis, Reims, l'ampoule, et ceux qui n'ont pas d'émotion en évoquant la fête de la Fédération. La fête de la Fédération, je le rappelle quand même, c'est 1 an après la Révolution, avant que les bolcheviks, les découpeurs de tête arrivent. Il y a une période incroyable en France, on l'a oublié, c'est la fête de la Fédération. On est sur le champ de Mars. Talleyrand, qui est l'évêque d'Autun, fait une messe. L'hôtel sur lequel il fait la messe s'appelle l'hôtel de la patrie. Le roi Louis XVI est là avec toute sa famille. Il a accepté la nouvelle constitution et on se dirige vers une constitution du vivre ensemble. Le roi l'a accepté. Une monarchie constitutionnelle. Monarchie constitutionnelle. Le 14 juillet, on fête la fête de la fête de la Bastille. La fête de la Bastille parce que Robespierre et tous ces découpeurs de tête sont venus ensuite. Mais le 14 juillet 1790, c'est la fête de la Fédération où là, la France avait retrouvé son unité autour d'un roi et d'une monarchie constitutionnelle. Donc ceux qui font parler à tort et à travers leur grand-père feraient bien de relire quelques extraits de l'étrange défaite de Marc Bloch. Marie-Laure. Oui, Marie-Laure. Moi, il y a un mot, une expression que j'ai pas aimée dans la chronique de Sébastien. Un seul ? C'est il faut plus d'État. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Non mais attendez, on est le pays le plus étatisé au monde. Je vais vous donner un exemple. L'État s'auto-freine lui-même. Je vais vous donner un exemple. Édouard Geffray, donc ministre de l'Éducation, se retrouve évidemment pris à partie. Il dit juste un truc vrai. Pour climatiser les écoles de nos gamins, les collèges de nos gamins, les lycées de nos gamins, l'État, donc vous, moi, à travers lui, quelque part, a mis 3 milliards. 3 milliards. C'est pas 300 000 balles, c'est pas 300 millions d'euros. 3 milliards l'année dernière. Et alors ? Voilà. La réalité, ce sont les collectivités qui l'ont mal géré, puisque finalement, vous savez que les écoles élémentaires sont gérées par les communes. Vous avez les collèges qui sont gérés par les départements, et vous avez les lycées qui sont gérés par les régions. Je suis désolé, Marie-Laure, mais l'État a mis 3 milliards. 3 milliards, ça en fait des salles de classe. Tout ça est la résultante d'un système complètement jacobin. J'ai pas dit le contraire. Voilà. Je pense que le plus d'État, c'est une catastrophe. On crève de ça, que tout passe par l'étatisme. On en crève. Merci beaucoup les amis, vous restez avec nous dans quelques instants à réécouter bien entendu en podcast l'info en plus et on reviendra sur ce que disait Éric Revel il y a quelques minutes. La dette publique de la France s'envole à 3 536 milliards d'euros, ce qui représente une dette de 52 000 euros par Français. Ah oui. Avez-vous les moyens de payer ? Nous les pas. Petits jeunes là-bas en régie. Voilà, et on en parle dans un instant. C'est des cadeaux nous quand on va partir à la retraite. Éric Revel nous expliquera tout dans un instant. À tout de suite. 17